Bonjour tout le monde. Donc, on va recommencer aujourd'hui avec une présentation, débat, discussion autour d'un projet de recherche sur lequel je travaille depuis un certain temps avec Pierre-Antoine Chardel. Je vais commencer par le présenter. Il est philosophe de formation et enseignant-chercheur en sciences sociales, spécialiste notamment d'éthique, mais aussi de la philosophie des technologies. Il est professeur de philosophie sociale à la Business School de l'Institut Telecom, responsable de l'équipe de recherche éthique, technologie, organisation, société, et il est également chercheur à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. C'est le centre Edgar Morin au CNRS et à l'HSS. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que nous avons cette salle, parce qu'il a fait le lien entre l'atelier de critique et puis le LASCO. C'est un centre de recherche qu'il a fondé avec Langecourt il y a quelques années. En ce qui concerne ses publications, je ne vais pas les citer toutes parce qu'il y en a beaucoup. Il a publié une dizaine, il est l'auteur ou responsable d'une dizaine d'ouvrages. Je vais demander d'en amener quelques-uns, comme ça on les faire circuler. Celui-là, il a publié avec un jeune philosophe très connu qui avait une intitulé Technologie de contrôle dans la mondialisation, enjeux politiques, éthiques et esthétiques. Il a également un ouvrage sur Goldman. Je crois que c'est le premier, voire le seul ouvrage en français sur le travail de Goldman. Et la sociologie, le sous-titre, c'est les illusions perdues de la modernité. Je vais faire circuler celui-là. Et celui-ci, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, avec un short intitulé Espace public et reconstruction du politique. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, moi je vais parler en premier, et je vais faire deux choses. Déjà, je souhaiterais encadrer le projet sur lequel on travaille, qui est intitulé pour l'instant une sociophilosophie du monde actuel, et après esquisser une partie d'un des textes qui est intitulé 10 hypothèses en vue d'une sociophilosophie. Donc, en ce qui concerne le projet en soi, il y a plusieurs portes d'entrée possibles. Je vais juste en évoquer une. C'est que c'est une tentative de penser à la première personne. C'est-à-dire que, d'après mon expérience, et à partir de l'information en tant que philosophe, mais aussi en sciences sociales, j'étais amené toujours à penser à la troisième personne, de parler de ce que disaient et ce que faisaient les autres. Et donc une tentative de penser à la première personne, c'est une tentative de dire je pense, je crois, il me semble que, plutôt que de dire il, elle a pensé, a dit, etc. Mais à partir de là, c'est vrai que lorsqu'on parle à la première personne, lorsqu'on dit ce qu'on pense, on se rend compte qu'il y a toujours déjà d'autres qui pensent et qui parlent en nous. Donc même la prise de position de la première personne est en quelque sorte déjà une première personne décalée par rapport à soi. Je dis ça parce que un des grands enjeux de ce projet, c'est de à la fois reconnaître et mettre en valeur la dimension, les dimensions sociales de la pensée, et le fait que lorsqu'on pense, même à la première personne, il y a toujours déjà d'autres et d'autres choses qui pensent en nous. Donc, une première définition de la sociophilosophie pourrait être la prise en charge des dimensions sociales de la pensée et la tentative de reconfigurer cette constitution sociale et manière de penser. Ce qui implique d'ailleurs une prise en compte des dimensions multiples, des puissances d'agir à l'œuvre dans des conjonctures spécifiques. C'est-à-dire que si, lorsqu'on pense à la première personne,
déjà avec d'autres ou à partir d'autres. C'est pas uniquement des personnes ou des points de vue, individuels, mais c'est aussi tout un complexe, une configuration, un dispositif, si vous voulez, de puissance d'agir qui font bouger les choses. Et donc, un troisième aspect de ce projet, à partir de cette concrète, c'est que ce n'est pas uniquement la reconnaissance qui est un acteur social qui est à l'œuvre dans le travail théorique, mais aussi que les objets d'interrogation ne devraient pas être décidés de façon a priori avant de s'intéresser au monde ou à ce qui se passe. Donc pour essayer de recadrer ça, parce que je me rends compte que la traduction doit être assez difficile, je dirais que ces projets visent à repenser l'acteur philosophique, c'est-à-dire de concevoir des gestes théoriques comme des gestes produits à partir d'agents sociaux. Un agent social, c'est pas quelqu'un qui est complètement déterminé par une situation, ni un individu isolé, mais un assemblage de forces sociales et d'autres. Mais c'est aussi, deuxième point, une tentative de changer l'acte même, le faire théorique, le faire ce qu'on fait en tant que penseur. Et puis, troisièmement, les objets de la pensée. Donc, que ce soit l'acteur, l'acte, les objets d'interrogation, il s'agit de repenser et de reconfigurer ce qu'on pourrait appeler le dispositif de la pensée. Dernière chose avant de passer aux hypothèses, c'est que finalement, dans la sociophilosophie, il s'agit des sujets de pensée. Et de la question, qu'est-ce que, ou quels sont les sujets de pensée? Au double sens du terme. Le sujet en tant qu'acteur qui pense, mais aussi les termes, les objets d'interrogation. Sur trois d'interrogation. Donc voilà ma façon de résumer rapidement un des enjeux majeurs, et c'est un projet qu'on a été en quelque sorte obligé de faire à deux, dans la mesure où on reconnaît qu'en tant qu'individu, on est toujours déjà constitué par d'autres. Donc je ne vais pas lire, je propose une partie de cet ouvrage, c'est une série d'hypothèses. Je ne vais pas les lire toutes, je vais essayer de les résumer en français, mais pour faciliter la discussion, j'ai juste pris le texte en français, j'ai mis ça dans Google Translate, et donc on va passer à ça dans ce second. C'est difficile. Ouais, je peux toujours résumer en anglais aussi, si la force soit passer à la fin. Ouais, je pense que Alors on va y revenir de toute façon. Donc passons aux hypothèses. Et j'insiste sur le mot hypothèse, parce qu'il ne s'agit pas de dire de façon définitive, voici la nature du monde, en prendre une posture de Sorbonne, de maîtrise absolue, mais plutôt de proposition. Voilà ce que je pense qu'on devrait essayer de penser. La première hypothèse, c'est que la philosophie est ce que l'on en fait. Très difficile de traduire en anglais, mais l'idée c'est que la philosophie, c'est une pratique. Ce n'est pas quelque chose de donné, mais c'est plutôt une pratique héritée qui a été, c'est une pratique qui a été faite, et donc, de ce fait même, c'est une pratique qui peut être également refaite ou reconfigurée. Donc il y a un déplacement ici d'une conception essentialiste de la philosophie ou de la théorie vers une conception, je dirais, praxiologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la philosophie
qui se constituent dans une histoire et donc qui peuvent être l'objet de reconfiguration. La deuxième hypothèse, et là, encore une fois, je vais survoler en quelque sorte résumer ces hypothèses, est intitulée Analyse métaphilosophique des évidences intellectuelles. La sociophilosophie, telle que je l'entends, s'intéresse à ce que l'on fait en tant que penseur et pas uniquement à ce que l'on pense. À ce niveau-là, elle ouvre une interrogation sur les sous-bassements pratiques de la pensée, sur les non-dits qui constituent le fond pratique de ce qu'on fait en tant que penseur. C'est très important pour moi parce que l'acte théorique, l'acte de penser, de faire philosophique, est toujours porteur d'une connaissance pratique qui a tendance à primer sur la connaissance théorique. C'est-à-dire que c'est en faisant certaines choses, en pratiquant des façons de penser, de concevoir, de réfléchir, que on constitue à l'avance, en quelque sorte, un cadre de la pensée. Troisième hypothèse, porte sur l'archéologie des disciplines. Parce que la sociophilosophie s'inscrit en faux contre le quadrillage disciplinaire de la pensée. Dès que, lorsqu'on pense, il faut penser à l'intérieur des disciplines. Autrement dit, il faut se situer dans une pensée disciplinée. C'est important pour la sociophilosophie parce que la pensée disciplinée est une pensée qui est préconstituée sur le plan pratique par toute une série de distinctions qui vont à soi. Par exemple, qu'il y a la philosophie qui porte sur les idées et les concepts, et les sciences sociales qui s'interrogent sur le monde concret. Ou il y a quelque chose comme les sciences humaines qui s'intéressent à l'être humain et les sciences naturelles qui portent sur le monde naturel. Il y a toute une ontologie et toute une métaphysique même, qui est à l'œuvre dans les distinctions disciplinaires entre l'être humain et le monde, ou entre le sujet soi-disant libre et les forces de détermination sociale, et ainsi de suite. Quatrième hypothèse, s'intitule Un autre logos du social. Je crois qu'il faut proposer une logique alternative du monde social ou une autre philosophie du monde partagé, notamment en donnant congé à toute une série d'oppositions qui ont tendance à structurer une certaine manière de penser, telle que la nature et la coutume, la société et l'individu, le déterminisme et la liberté, la loi et l'acte, etc. Dans l'absolu, il s'agit donc de sortir de la pensée binaire au nom de ce que j'appellerais, ce que j'ai appelé d'ailleurs dans quelques-uns de mes écrits, une analytique des dimensions multiples des pratiques. Une analytique ici, je pense notamment au travail de Foucault et à sa remise en question de l'idée même d'un objet naturel avancé. Hypothèse 5, c'est ce que je propose d'appeler la double position, qui consiste à faire deux choses à la fois, à décrire ou à cartographier les conjonctures et à y intervenir. Donc, le geste théorique, à mon sens, doit être à la fois une tentative de saisir ce qui se passe, de décrire notre monde, mais la description en tant que telle ne suffit pas. D'ailleurs, elle est toujours déjà une intervention, c'est une manière de configurer le monde. Il faut également une intervention
qui essaie de reconfigurer ce qui est donné ou les grands axes de la conjoncture telle qu'elle est décrite. Donc, nulle description sans intervention et nulle intervention sans description. L'hypothèse 6 porte sur les conséquences ontologiques, métaphysiques, épistémologiques et axiologiques. Là, je ne vais pas avoir le temps de tout décrire, mais je dirais très rapidement qu'il ne s'agit pas du tout de proposer tout simplement une nouvelle méthode de la pensée, une méthode, ou quelque chose de ce genre, mais plutôt de reconfigurer le sens pratique et le sens théorique de ce qu'on fait en pensant de telle façon qu'il y a une remise en question de certaines formes ontologiques, métaphysiques, épistémologiques et axiologiques. Pour résumer, encore une fois, très rapidement, je dirais que la sociophilosophie reconnaît que la pensée, l'être, le monde, la vérité et la valeur sont des concepts en lutte, plutôt que des choses données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être en soi, il n'y a pas de vérité en soi. Ce sont des concepts en lutte, c'est-à-dire des points de repère dans certaines cultures à des moments précis qui peuvent être tirés dans les sens multiples. Prochaine hypothèse s'intitule la qualification de la pensée, de la pratique philosophique. Parce que la sociophilosophie s'inscrit en faux entre toutes les procédures d'exclusion qui s'acharnent à limiter la vraie pensée à des porte-paroles privilégiés, que ce soit des penseurs du monde occidental, que ce soit une discrimination sociale de classe, le patriarcat, le racisme, etc. Donc, j'entends par unification des pensées une tentative de penser avec plutôt que une pensée qui, qui, sur le plan pratique, commence toujours à partir de hiérarchies qui sont constitutives de la pensée. Huitième hypothèse, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à dire à chaque moment. La huitième hypothèse, c'est la porte sur la critique sociale, parce que l'acte même de penser ne peut pas se limiter uniquement à une interrogation sur des objets déterminés d'avance, ne peut pas réfléchir sur quelque chose de donné, mais c'est s'occuper de l'émergence même des objets d'interrogation et des activités théoriques en évaluation. C'est-à-dire que l'acte de penser est inévitablement un acte de juger. La neuvième hypothèse constitue une espèce d'ouverture dans ce qui pourrait paraître comme un formalisme un peu abstrait. C'est intitulé, etc. Tout simplement parce que je vais ici reconnaître le fait que la philosophie ne peut pas être délimitée de façon absolue, parce que c'est une forme de pratique théorique qui est inévitablement ouverte à des reconfigurations, et donc il n'y a pas de forme absolue ou de limite totale de cette entreprise. Donc il y a une dimension qui touche à être entièrement expérimentale et une ouverture vers la possibilité d'autre chose que de ce qui est tout simplement énoncé ici dans les hypothèses. Donc la dernière hypothèse, je vais la lire et je vais m'arrêter là, parce que ça résume en quelque sorte les autres hypothèses. Donc la sociophilosophie vise en définitive à réinventer l'activité théorique dans son ensemble. À cette fin, elle
Elle met à contribution la pluralité des penseurs et se livre à une interrogation sur la totalité du monde, avec ses béances et ses limites. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas d'objet dominant de la pensée. Elle ne connaît donc aucune limite a priori et se définit plutôt une interrogation sur les limites établies de la pensée en pratique. Donc une interrogation sur les limites établies de la pensée en pratique. Il s'agit alors d'une transformation de l'acteur philosophique, de l'acteur de pensée, comme je disais tout à l'heure, de l'acte de pensée, ce qu'on fait en tant que penseur, des méthodes d'investigation, des objets d'interrogation et la définition même de la philosophie. Encore plus qu'une tentative de penser la totalité du pensable, c'est-à-dire la définition que Castoriadis a proposée de la philosophie, la sociophilosophie est alors cette pratique folle, peut-être, déraisonnable et indisciplinée sans doute, qui s'interroge sur la constitution et le possible dépassement des limites de la pensée instituée. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et je crois que sans en dire plus pour l'instant, je vais passer la parole à Pierre-Antoine Charles. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Donc, je suis ravi de mettre en perspective ce que vient de dire Gabriel avec un objet spécifique, puisque je travaille depuis plusieurs années sur les technologies, sur les technologies digitales en particulier, qui pour moi sont un moyen de mettre en pratique ce que l'on nomme la sociophilosophie. Donc je vais dire dans quelle mesure je travaille avec cet objet technologique et dans quelle mesure, pour moi, et en écho à ce que vient de dire Gabriel, cet objet technologique justifie une pratique sociophilosophique. Alors, pour faire écho à ce qui vient d'être dit par Gabriel, je dirais que la sociophilosophie n'est pas un courant spécifique, mais elle est plutôt une pratique théorique, inventive. Et on la désigne comme un geste affirmatif et inclusif. Et elle est surtout, plus modestement, la dénomination d'un geste philosophique ample et généreux, qui ne cherche pas à élaborer des frontières, mais qui entend se tenir à l'écoute de la complexité du monde actuel, considérant que le monde actuel se manifeste par de la complexité, et c'est l'enjeu qu'il nous faut relever en tant que chercheur en sciences sociales, à la frontière de la philosophie, je dirais, de la sociologie, mais aussi de la théorie littéraire, de l'esthétique et de l'histoire de l'art. Et comme l'a dit Gabriel, et je partage cette conviction, l'ambition est moins totalisante que critique et fragmentaire. Et elle repose sur l'idée que les phénomènes de mutation sur le plan économique, politique, social et technologique que nous rencontrons dans ce début du XXIe siècle nous imposent de revoir certaines grandes catégories de pensée en essayant, je dirais, de redéfinir des angles de perception de nos environnements complexes. Et dans cet horizon, la sociophilosophie entend surtout inscrire donc l'acte de pensée dans ce que nous nommons le réel social concret, que l'on distingue du fait social au sens positiviste du terme. On pourra revenir peut-être sur cette distinction que l'on fait entre le réel social concret et le fait social, pour l'associer à la prise en compte radicale d'une multitude de facteurs qui interviennent dans la création du tissu social. Et d'autre part, pour en finir avec l'idée que la pratique philosophique serait essentiellement une pratique exégétique qui aurait à voir uniquement avec des textes et avec un héritage, avec des commentaires, et surtout pour en finir avec cette idée que la philosophie serait toujours en décalage
Donc, comment dit-on le droit d'embrasser le réel social concret, notamment dans sa dimension technologique, que je privilégie dans mes recherches? La sociophilosophie répond pour moi à une exigence, celle qui consiste à penser le monde actuel, c'est-à-dire son actualisation, mais aussi comment les possibles s'actualisent en mettant à profit, encore plus radicalement qu'il n'a été fait jusqu'à présent, en fait, les grands acquis de la philosophie contemporaine, qui sont avec le temps devenus des enjeux de commentaires érudits, des objets académiques et universitaires. Et pour ma part, je m'appuie beaucoup sur l'herméneutique, la tradition herméneutique, la phénoménologie, la théorie critique, avec un intérêt particulier pour la façon dont Zygmunt Bauman s'approprie la théorie critique, en faisant intervenir aussi une dimension phénoménologique. Donc c'est les grands courants de la philosophie contemporaine qui m'apparaissent, disons, pertinents pour penser la complexité du monde actuel. Alors, ce que je dirais simplement, je vais essayer à la fois d'être le plus clair possible et le plus synthétique, c'est que, comme l'a dit Gabriel, dans le geste socio-philosophique, il y a une exigence d'envisager, on peut dire, la cartographie des questionnements qui se donnent à travers des réalités sociales complexes. Et c'est ce qui nous invite, c'est ce qui nous incite à faire bouger des lignes de partage, à faire bouger des frontières disciplinaires, Gabriel en a parlé, et aussi les classifications habituelles. Il y a la philosophie politique, la philosophie sociale, l'esthétique, la théorie littéraire. Or, il nous semble que ces dimensions théoriques sont aussi des dimensions pratiques et que surtout il est pertinent aujourd'hui de les faire travailler ensemble. Donc c'est un souci qui s'exprime par là, qui est un souci de faire travailler de l'hétérogénéité pour la compréhension des phénomènes sociaux, politiques et écologiques. L'idée c'est que il y a un certain nombre de paradoxes, de contradictions et d'imprévisibilité qui nécessitent de travailler en prenant en compte, je l'ai dit, la complexité du réel et en travaillant surtout sur les non-dits et sur les implicites du monde actuel. Et on peut dire que le geste socio-philosophique renvoie à une micro-impulsion que nous souhaitons donner à l'exercice de la philosophie, de ses pratiques. Car la matérialité des mutations qui nous sont données de vivre aujourd'hui nous paraît à bien des égards fondamentales. C'est bien la matérialité des mutations que nous vivons. Cela dans la mesure où cette matérialité est irréductible aux tentatives d'explication abstraite et purement conceptuelle. Donc c'est notamment la raison pour laquelle, dans mes recherches depuis plusieurs années, je suis amené à travailler sur les cultures matérielles, je dirais corporelles, le corps social, l'écriture, le face-à-face, les espaces politiques, les espaces sociaux, qui sont tous sauf immatériels. Et précisément, les technologies numériques sont pour moi une manière d'interroger de la matérialité, une manière d'interroger ce que devient l'espace social de façon extrêmement concrète. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a ce qu'on a proposé d'appeler avec Gabriel une conjoncture écologique. Et mon idée, c'est que, c'est aussi une hypothèse,
il y a des inattendus dans la conjoncture technologique. Des inattendus, pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup, quand on parle de la société digitale, on parle beaucoup d'une société ouverte, d'une société fluide, d'une société matérielle. Et en fait, on décrit souvent l'hypermodernité, la société hypermoderne, de façon extrêmement idéologique. Il y a des motifs, il y a des termes, il y a des discours qui interviennent dans la construction de ce qu'on appelle la société numérique. Or, vis-à-vis de cela, il convient plus que jamais d'interroger la dimension matérielle de nos sociétés, de nos existences individuelles et collectives, en, je dirais, en accordant une attention plus particulière au jeu des singularités et des tensions qui s'expriment dans le corps social et qui résistent ainsi à toute compréhension qui serait totale, au fait social total, comme disait Durkheim. Il y a un jeu de tension et de singularité qui s'exprime dans le corps social et qui résiste à toute compréhension totalisante. Et pour cette raison, il nous faut lutter, Gabriel parlait de concept en lui, il nous faut lutter avec des outils qui ne proviennent pas nécessairement uniquement de la philosophie politique moderne, dont une des grandes tendances dominantes, c'est ce que Frank Fischbach a bien mis en évidence. Je cite le livre de Frank Fischbach, Manifeste pour la philosophie sociale, où il dit que une des grandes tendances dominantes, en gros de Hobbes à Kant, a consisté à restreindre son domaine propre à la question de savoir comment et sur quel principe construire un ordre politique et institutionnel qui soit à la fois stable et susceptible d'être l'objet d'un sentiment général, c'est-à-dire d'être considéré comme légitime. Ce que Frank Fischbach nous dit par là, c'est que le contrat social est sous-tendu directement ou indirectement par la recherche d'un consensus, une légitimité, d'une entente sur des valeurs, sur des principes, où la volonté générale doit l'emporter sur des intérêts singuliers et particuliers. On pourrait dire que l'inertie, alors au sens où Antonin Artaud l'identifie, l'inertie asphyxiante, pour citer Antonin Artaud, l'inertie, dans un mode univoque d'interpréter le monde, est peut-être le mal, ce mal qui devient susceptible de ronger toute société, on pourrait dire toute expression symbolique, créatrice ou artistique. Tout simplement que l'inertie est ce mal, cette maladie peut-être de toute organisation sociale. Un mal possible dans toute organisation sociale, telle qu'elle est pensée, on pourra évidemment discuter, par la tradition de la philosophie politique moderne. Or, précisément, vis-à-vis de l'ambition de faire société, et donc de l'instituer une fois pour toutes, ou du moins de manière durable, on pourrait dire dans une unité de lieu, l'espace politique comme lieu déterminé, une prise de distance se justifie, selon moi, par le fait qu'avec les technologies numériques, comme avec une grande variété d'objets sociaux, nous avons toujours affaire à devenir. La société est en devenir, et la dimension technologique intervient beaucoup dans ce devenir. Ça, c'est une dimension qui est beaucoup soulignée par Andrew Finberg, notamment, dans sa compréhension de la capacité d'agir dans la société numérique. C'est une façon de dire que les objets sociaux, les objets technologiques sont des objets sociaux, qui sont impliqués dans des jeux d'interaction complexes, créant des possibilités de devenir. On pourrait dire que, et ça c'est un fait, les technologies numériques sont des systèmes impeccables,
mais en même temps, ce sont des systèmes qui produisent du désordre et de la déstabilisation. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que nous sommes dans une métamorphose numérique. Les sociétés actuelles sont liées à une métamorphose, à des changements de forme. Les technologies sont des systèmes qui ne produisent pas nécessairement des systèmes. Pourquoi? Parce que, alors, pour illustrer ce propos, je dirais que l'expansion des technologies d'information nous incite à penser l'invention de nouveaux outils pour mieux saisir l'expérience politique en devenir qui est liée à cette dimension technologique. Et on est bien là à envoyer une contradiction qui nous intéresse évidemment d'un point de vue socio-philosophique. Pourquoi? Parce que les technologies numériques permettent une surveillance généralisée. En même temps, et donc notamment il y a 2 ans publié un ouvrage sur politique sécuritaire et surveillance numérique. Donc, on travaille beaucoup sur la question de la surveillance numérique, qui est produite, qui est permise par les technologies d'information et de la communication. Donc les technologies font système et en même temps elles produisent un effet de déconstruction. Ce que Derrida d'ailleurs disait déjà très bien dans les années 90. Une déconstruction pratique des concepts traditionnels de l'État et du citoyen dans leur lien à l'actualité d'un territoire. Ce que les technologies numériques mettent en question, c'est le taux-politique, le lien entre le politique et un territoire. Nous avons bel et bien affaire à de nouvelles productions d'intersubjectivité, de nouvelles productions d'engagement politique. Donc on a affaire bel et bien à des jeux d'ambivalence et des jeux de contradiction. On a affaire, comme on le sait, et comme les spécialistes de l'islam radical nous l'expliquent, à des mouvements qui, à un moment donné, passent par Internet pour s'accentuer. La radicalisation islamiste se voit exacerbée par les réseaux numériques, ce que les acteurs djihadistes ont bien compris. Là, je ferai référence au travail d'un spécialiste de l'islam, Farhad Khosrowshahi. Et en même temps, on le sait, les technologies numériques permettent de créer de nouvelles formes de sociabilité, de nouvelles manières d'être ensemble. Pour ces raisons, il serait évidemment extrêmement stérile de simplement bâtir une réflexion critique à l'endroit du numérique, qui serait contre le numérique. Ce serait être contre l'électricité. Enfin, c'est ce que un philosophe de l'école de haute études, Roberto Casati, exprime. Ce qu'il convient de critiquer, ce n'est pas le numérique, si on pense dans l'optique du développement d'une théorie critique renouvelée. Il ne s'agit pas de lutter ou d'être contre telle ou telle technologie, mais d'être contre le colonialisme que le développement technologique sous-tend, c'est-à-dire un certain colonialisme qui affecte les imaginaires. Donc c'est, d'une certaine manière, des récits, des imaginaires spécifiques, des discours qu'il convient d'interroger avec toute une économie des affects aussi qui accompagne le développement de la société numérique. Et par rapport à cela, par rapport à l'économie des affects, il est évident qu'il y a, et c'est ce qui m'intéresse en particulier, une politique qui est orientée sur la demande sécuritaire. Et on met cet exemple pour illustrer la façon dont les technologies sont orientées par les discours, en l'occurrence les discours sécuritaires, et comment ces discours sécuritaires justifient une approche socio-philosophique. On le sait non seulement en France, mais dans la plupart des États à travers le monde, un nombre croissant
de substitution pour nous rassurer par des mesures protectrices, sans pour autant suffisamment affronter les raisons profondes des malaises sociaux qui affectent le sort de nos sociétés. Et à cet égard, la montée, me semble-t-il, des partis d'extrême droite, un peu partout en Europe, est à cet égard très significative. Ce que je veux dire par là, c'est que la généralisation d'un paradigme sécuritaire, donc les politiques sécuritaires telles qu'elles sont mises en scène dans les discours des politiques, crée une forme d'indistinction idéologique entre la droite, la gauche, entre l'extrême droite, la droite et la gauche. Tout cela crée une redoutable indistinction idéologique qui amène les électeurs à préférer les discours les plus rassurants qui exaltent le plus franchement la nécessité d'identifier des boucs émissaires. Alors, il s'agit là d'un mécanisme socio-historique qui a été très bien étudié du point de vue de l'histoire sociale, notamment par un socio-historien, Pierre Laborie, qui a analysé la façon dont s'est mis en place ce qu'il appelle un engrenage de la peur dans les années 30, en particulier en France, avant le régime de Vichy. Il y a un imaginaire des Français, à la fin des années 30, qui est nourri de peurs qui sont accumulées. Peur de la guerre, peur du complot révolutionnaire, peur du fascisme, peur de la guerre civile, peur du bolchevisme, peur sociale, de la décadence, du monde, peur de l'autre, du juif, de l'étranger, même de l'ouvrier. Ici, dans l'opinion publique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire bel et bien à des fantasmes, à des représentations, à des imaginaires, et c'est cela, concrètement, qui nous intéresse d'un point de vue socio-philosophique. Et surtout, et très concrètement, pour avancer et bientôt terminer, ce qui est l'enjeu dans la lutte contre l'insécurité, telle qu'elle se révèle, notamment en France, et bien sûr aussi aux États-Unis, avec le Patriot Act, c'est une certaine vision du monde et une vision de l'homme qui devrait être, par les technologies de surveillance, être sous contrôle, entièrement sous contrôle. C'est ici la vision d'un homme qui serait prédictible. Une telle appréhension du fait humain est évidemment, éminemment contestable, voire naïve, dans la mesure où il peut y avoir quelque chose de formellement indétectable sur la base de métadonnées. Et c'est notamment ce qu'on a eu l'occasion de montrer dans un article paru dans cette revue Ligne, un article que j'ai coécrit avec Robert Harvey et Hélène Bolla sur la loi sur le renseignement qui a été votée en France à l'été dernier et qui n'est pas sans faire écho au Patriot Act aux États-Unis. Je vais faire passer cet article. Et puis il y a un excellent article d'un philosophe, Jérôme Lève, sur la métasurveillance, le terrorisme et sur en fait, la pauvreté des métadonnées pour comprendre la complexité du phénomène terroriste. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est bel et bien dans des régimes technologiques qui vont de pair avec des discours, et c'est cette dimension-là qui nous intéresse d'un point de vue socio-philosophique. En gros, ce qui ressort dans la mise en place des dispositifs de surveillance généralisée, c'est une vision de l'homme qui serait désormais prédictible et qui pourrait être sous contrôle, technologiquement sous contrôle. Alors, pour terminer, et donc au-delà de cet exemple, parce que vous avez bien compris que j'ai pris les technologies de contrôle de surveillance et ce contexte sécuritaire comme un objet qui illustre la mise en pratique du geste socio-philosophique. Mais pour terminer,
et au-delà de cet exemple des technologies de contrôle, qui montre bien comment, dans un fait politique, une économie des affects ainsi que des contextes discursifs sont engagés. Il y a un imaginaire social aussi qui sont engagés. Ce que je dirais, c'est que la sociophilosophie est foncièrement critique. Il ne s'agit pas ici d'une posture théorique qui consisterait par exemple, et ce que Gabriel a dit aussi déjà hier, à faire appel uniquement à l'appareil critique de la théorie critique, telle qu'elle est à l'œuvre chez les représentants de l'école de Francfort, mais il s'agit plutôt d'assumer une prise de position critique étendue à des objets variés, des objets qui ne sont pas immédiatement jugés philosophiques. Quand vous travaillez sur la technologie en France, vous n'êtes pas considéré nécessairement comme philosophe, vous êtes considéré comme anthropologue ou sociologue. Et la philosophie en France, d'un point de vue académique, s'intéresse encore très peu à la technologie. Donc il s'agit pour nous évidemment d'assumer ce pas de côté, d'assumer cet écart et d'assumer cette extraterritorialité en rappelant finalement aux vertus de la critique, au sens où la critique comment dire, se définit aussi par l'idée d'un passage au crible. Si on revient à ce terme, à cette étymologie de crisis, la crisis, c'est un passage au crible. Or, il est impérieux, il est nécessaire de passer au crible, donc comme l'acception grecque le suggère, la complexité qui nous est donnée d'affronter aujourd'hui en ouvrant sur ce qu'on appelle une technocritique. Pour ça, en prenant une distance nécessaire vis-à-vis de la société technologique, et aussi avec, comme vous l'avez compris, j'espère, ses dimensions économiques et ses dimensions symboliques. On peut parler d'une technocritique comme on parle d'une critique littéraire ou d'une critique cinématographique. C'est une critique qui permet non pas de refuser un phénomène ou une expérience, mais c'est le geste critique qui permet d'affiner le regard que l'on porte sur un objet. Un enjeu important, alors c'est un enjeu qui est très justement, très délicatement, si je puis dire, décrit par Roland Barthes, un enjeu important de la critique littéraire. Pour poser un peu cet exemple, on pourrait dire, dans le sillage de Roland Barthes, et d'enseigner l'art d'affiner la perception que nous pouvons avoir d'une œuvre, d'ouvrir des angles de perception, de pervertir un ordre, d'acheminer, je cite Roland Barthes, un supplément vers un supplément intérieur de perversion, donc selon les mots de Roland Barthes. Mais voilà, pour terminer, je dirais simplement qu'un certain degré de réflexivité critique dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui ne serait pas atteint sans l'étude des discours, des contextes discursifs qui entourent l'univers de la technologie. Car c'est bien là ce qui m'intéresse, si les formes de contrôle agissent, les formes de surveillance agissent dans le développement de la société technologique, il y a aussi des formes d'émancipation qui sont permises par les technologies numériques. Il demeure primordial d'interroger les conditions de possibilité de dynamique de contribution entre le développement technique du numérique et le désir de contribution demeure une question qui concerne l'expérience vécue de l'être ensemble, ses désirs, ses motivations, qui nous permettent de penser que le fait technique ne peut en aucune façon s'expliquer sans l'articulation à un acte de compréhension des pratiques subjectives et sociales des technologies. Et c'est dans ce sens peut-être que la démarche socio-philosophique fait résonner quelques motifs de la socio-histoire qui
vous savez peut-être, s'est défini dans les années 1960 comme un courant de recherche qui était soucieux de rendre compte des expériences subjectives, des expériences vécues des êtres sociaux, en se démarquant d'une tradition positiviste, quantitative et scientiste. Or, ce qui est intéressant, mais intriguant de voir aujourd'hui, c'est que précisément ces dynamiques d'explication positiviste, explicative, redeviennent en un certain sens dominantes aujourd'hui. Et c'est pour cela aussi qu'il s'agit d'assumer une compréhension complexe du monde contemporain et d'assumer le fait qu'on doit articuler le philosophique et le social, le socius, car nous n'avons jamais affaire à des technologies seules, mais à des subjectivités qui s'en emparent, en ouvrant un monde spécifique. Et c'est ce que Castoriadis, d'ailleurs, avait brillamment montré, qui est une figure qui intervient évidemment dans le corpus d'auteurs qui nous inspire dans cette démarche sociophilosophique. Donc, il s'agit évidemment pas par là, comme l'a dit Gabriel tout à l'heure, de penser à deux, simplement, de penser seul, mais de penser à plusieurs en faisant intervenir des auteurs peut-être un peu hétérogènes, qui sont eux-mêmes un peu indisciplinés, qui assument une certaine indisciplinarité, pour penser ces entrecroisements entre le technologique, le politique, le social, le symbolique et l'imaginaire social. Voilà, je terminerai sur ces mots, évidemment, en vue d'une discussion qui, j'espère, sera riche. Donc, merci beaucoup. Merci Pierre-Antoine. On va peut-être ouvrir tout de suite à des discussions, à des questions, des critiques, des commentaires en anglais ou en français. Two questions. One, how is it always clear that a turn to experience would not lead to a positivism? Right? I mean, do we all feel under of the sort of subjective experience find becoming its own form of a new positivism, right? And that which seems like one of the anti-theoretical trends of the current moment is that the resort to lived experience becomes a way to shut down thought, or it becomes a preemptive of thinking and theory. The second question has to do with the last word on the board, interdisciplinarity, and also thinking about the word transdisciplinary instead of interdisciplinary, if that has a different weight for the work that you are proposing. Like what is preserved in interdisciplinarity that can be in some ways given up or transcended through what people have been calling form of transdisciplinary thinking that that is also pre-disciplinary and post-disciplinary, like that you live through a disciplinarity that you don't need to be inscribed by. So I'm just really, really excited for the project. Ce qui me semble, c'est que c'est la complexité des objets sociaux, technologiques, qui impose une transdisciplinarité et qui impose pour ça de penser à plusieurs, c'est-à-dire très concrètement dans la pratique
c'est ce travail collectif, ce que Félix Guattari et Gilles Deleuze appelaient les agencements hétérogènes de création, de dénonciation, c'est ce travail extrêmement concret de la confrontation avec les autres disciplines qui amène à penser de façon concrète l'objet technologique avec toute sa matérialité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui nous intéresse aussi dans la sociophilosophie. La grande tendance, vous savez, consiste à dire que nous sommes dans une société immatérielle, fluide, avec du cloud, de l'open data. On est dans un registre de la fluidité qui est en fait une façon très idéologique de penser la société technologique. Alors, de travailler avec des ingénieurs m'amène à prendre en compte la matérialité des systèmes, m'amène aussi à prendre en compte la façon dont les données personnelles sont produites, comment elles sont exploitées et comment la mise en visibilité de l'exploitation des données permet aussi d'avoir une prise critique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on rend visible des réseaux de surveillance, des réseaux d'exploitation des données, que l'on peut bâtir un appareil critique. Et en ce sens aussi, développer un appareil critique à l'heure où on parle beaucoup de big data, qui est une manière très positiviste d'appréhender les faits sociaux et d'appréhender notamment le terrorisme. C'est ce qu'on a montré dans cet article avec Robert Harvey. Et c'est cette dimension-là. On n'est pas obligé de répondre tous les deux à chaque question, mais juste pour rebondir là-dessus, parce que c'était assez riche. En ce qui concerne la première question, je suis entièrement d'accord qu'il y a un risque de faire de l'expérience vécue quelque chose comme le fondement même d'une science qui pourrait devenir positiviste en fin de compte. Et que, à partir d'une perspective sociophilosophique, ce qu'il faudrait faire, c'est de remettre en question l'ontologie qui sous-tend la distinction même entre l'expérience vécue et le monde des faits, qui est finalement à l'œuvre d'ailleurs dans les partages disciplinaires. Par exemple, les sciences naturelles, les sciences sociales qui s'occupent du monde des faits, alors que c'est la phénoménologie ou la philosophie qui s'occupe de l'expérience vécue. Derrière tout cela, en fait, il s'agit, pour utiliser le langage de l'époque, de l'homme et du monde. Pour faire très vite, je dirais que pour la sociophilosophie, il n'y a pas l'homme et le monde, il y a plutôt des agents sociaux à la fois constitutifs du monde et constitués par un monde qui est fait et refait par ces agents-là. Donc, il faut reconfigurer des structures ontologiques qui sont à l'œuvre dans la constitution même de ce partage, si vous voulez. Pour la deuxième question, j'aurais beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les disciplines. Heureusement, on aura l'occasion dès demain, il me semble, non, la semaine prochaine, d'en parler, parce que mon dernier ouvrage dont on va parler s'interroge en partie sur la question des disciplines. Je dirais juste une chose, c'est que ce qui me gêne beaucoup dans la notion d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, de paradisciplinarité, etc., c'est qu'on a tendance à concevoir des disciplines, ou à aborder des disciplines d'une perspective que je dirais horizontale. C'est comme si, voilà, il y avait une strate avec des disciplines, l'interdisciplinarité commence à se balader entre les disciplines, une transdisciplinarité à se faire par-dessus, etc. Et pour moi, ce qu'il faut, c'est une mise en perspective verticale des disciplines où on fait l'archéologie de leur constitution historique, c'est-à-dire, pour enchaîner sur cette métaphore architecturale, au lieu de faire bouger des murs entre les disciplines,
faut creuser en dessous pour voir leur constitution institutionnelle et historique, leur véritable archéologie et les liens directs et étroits entre les disciplines telles qu'elles ont été institutionnalisées et toute l'histoire du monde moderne, de la colonisation à la montée en puissance du capitalisme, etc., et tous les enjeux de pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire ok, je vais faire un peu de sociologie, un peu d'anthropologie, et ainsi de suite. Il faut faire une archéologie des disciplines qui met en avant leur constitution historique au nom d'une ethnologie de nous-mêmes, pour mieux comprendre à quel point les disciplines nous constituent et nous ont constitués en tant qu'agents de pensée. Si on ne fait pas ce travail-là, si on ne fait pas, c'est véritablement une espèce de psychanalyse théorique, on reste encadré dans des disciplines qu'on essaie de déplacer légèrement, mais il faut une perspective plus verticale qui essaie vraiment de creuser en deçà de cette constitution des disciplines. I'm wondering about who the audience that you want to direct this manifesto to is, because a lot of what you're saying, like I'm on board with, and it seems like it's consistent with what feminists and other photographical theorists have been saying and are saying. So if it's sort of directed towards like mainstream analytic philosophers, then I'm wondering how much of a priority it is for you to focus on the sort of transformation of the discipline. So the practical, concrete things like reforming first-year classes to bring in more different kinds of people, getting rid of teacher evaluations, which seem to be biased towards certain groups over others. These kinds of like practical, concrete things. How much of a priority is it for you to focus on those things, which seem to be sort of important for achieving any of these goals? And if your audience is not them, but you want to sort of split up and form something else and say what you're doing isn't even philosophy, You speak of analytic philosophy? yeah. So that's what I'm wondering is your audience, are you trying to say, let's change what everyone is doing, like philosophy, hey, analytic philosophers, stop doing that, do this other stuff, or if you want to do something else to sort of bracket that and say, we're going to create this movement. Merci. Je dirais que deux choses. Déjà, c'est impossible de déterminer à l'avance le public. C'est-à-dire qu'un des enjeux de l'écrit, c'est de lancer des choses et de voir si ces choses-là sont dans le public. Mais bon, ça c'est un peu polémique de ma part, parce que de toute façon, c'est clair qu'on a des publics en tête. Donc, la deuxième chose que je dirais, c'est que, en effet, et là je vais vraiment souligner très fortement ce que Pierre-Antoine a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas uniquement d'un geste critique au sens banal du terme. Il ne s'agit pas de dire, bon, vous êtes trompés les gars, il faut faire autre chose. C'est plutôt un geste affirmatif qui consiste à fédérer en quelque sorte entre les pratiques théoriques existantes et de dire qu'en effet, il y a des versants de la pensée féministe, des aspects de la pensée décoloniale, de la pensée queer, etc., qui sont déjà des pratiques ou qui font déjà, sans le dire, une certaine forme de sociophilosophie. Donc, à un certain niveau, c'est aussi une tentative de articuler ce qui est déjà en cours et de donner une forme peut-être plus concrète, plus précise, tout en essayant de pousser plus loin. Donc, lorsqu'on décrit ce qu'on fait comme un manifeste, on n'entend pas par là un geste individualiste
vous êtes trompé. C'est plutôt un geste affirmatif qui essaie d'identifier des tentatives, d'ailleurs un peu partout dans le monde, de reconfiguration des pratiques et de faire en sorte qu'on puisse avancer dans une certaine direction. Je dirais enfin, en ce qui concerne les questions très pratiques, effectivement, c'est une des questions, mais pour l'instant, on a, donc, du moins dans ce qu'on a écrit, insisté davantage sur les grands enjeux à la fois méthodologiques et institutionnels. Donc au lieu de parler vraiment des détails, ce qu'on va enseigner dans un cours d'introduction à la philosophie, etc., on parle de la façon dont les institutions de pensée ont été formées, structurées, à l'exclusion de certaines façons de faire la pensée. Et en effet, la philosophie analytique joue un rôle très important dans les relations de pouvoir dans l'institution d'aujourd'hui. Je dirais même qu'il y a une certaine forme de colonisation de la pensée qu'on voit au niveau institutionnel qui est une forme de colonisation très puissante. Donc il y a évidemment une résistance à cela. Je dirais aussi qu'il y a un enjeu pour nous qui consiste à réhabiliter les marges, réhabiliter ce qui est en marge. Au sens où, comme l'a dit Gabriel, nous ne sommes pas tout seuls à penser d'un point de vue socio-philosophique, mais on est plutôt dans l'idée de délimiter un geste, d'identifier un geste qui se pratique depuis longtemps. D'une certaine manière, c'est un geste historique. Mais vous le savez peut-être, mais des auteurs tels que Baudrillard, Castoriadis, Edgar Morin, même Derrida, ne sont pas considérés comme des philosophes dans l'Académie française, dans le monde universitaire français. Ce ne sont pas des auteurs qui sont étudiés. Et encore plus, Fanon, Césaire, Senghor, Diagne, enfin. Voilà, donc la liste va être très longue, mais c'est simplement pour dire que c'est ce qui est en marge qui nous semble important de privilégier aujourd'hui pour appréhender la complexité du monde contemporain avec son régime d'hétérogénéité, ses contradictions, ses ambivalences, qui nous imposent de penser avec des auteurs qui se situent un peu au-delà des dichotomies, des dualismes traditionnels. Il y a derrière ça peut-être un enjeu de notre propre reconnaissance, mais ça serait moins ça, parce que ça serait très égocentré, mais il y a un enjeu de reconnaissance pour ces auteurs, même s'ils ne sont pas attendus pour être reconnus, mais du point de vue de la pensée philosophique, ce fait de les laisser en marge des institutions philosophiques nous paraît être clairement inapproprié à une meilleure compréhension du présent. Yes, thank you for your presentation. I have a question following your comment, because so much in your manifesto, there's the draft that you provided for today's presentation. I mean, it's sort of in so many ways kind of ringing of Deleuze and Guattari, I think, and the whole way of presenting yourselves as you wrote out of necessity of two people and so on, which is precisely how the opening pages of Mille Platon and so on. So I wonder about how you look on the legacies of these other thinkers that you're addressing, in fact, or almost sort of subsumed in how you position yourselves, and how important that significant philosophical work is for advancing your own project and your own position, because as you say, it's clearly not claiming this is something new, and yet you do give it a label and you present it as something, urgent today, and there's a need to develop new tools, but at the same time there's an enormous amount of working tools in, for instance, as used by Deleuze and Guattari in terms of
understanding complexity in our process and becomings and so on. So I wonder how you look on that existing legacy and how you use the references and so on. Non, mais c'est une excellente question parce que ça touche aussi à, comment dire, aux enjeux autobiographiques en quelque sorte de ce projet. Nous, on s'est rencontrés dans le séminaire de Derrida et Lucie Rigail et on travaillait très explicitement et directement dans le sillon de ces penseurs. En même temps, on fait partie d'une génération philosophique qui a été tellement marquée par les grands maîtres de cette génération-là, de cette époque-là, que parfois, je crois, en France, c'était difficile de faire son propre chemin. Donc notre geste, c'est double en quelque sorte. C'est de reconnaître l'énorme héritage de la pensée francophone, j'insiste sur ce terme, des années 60, 70, 80, mais en même temps, de ne pas du tout se contenter de l'exégèse, d'un rapport tout simplement au maître. On parle souvent en France de maître à penser, mais plutôt de s'inspirer de ce qui a été fait pour faire encore autre chose. Et le geste de faire autre chose, c'est de ne pas faire par rapport au maître, mais d'essayer, d'ailleurs comme des penseurs comme de Guattari, c'est un excellent exemple, parce que c'est deux personnes qui travaillent à deux, d'inventer d'autres pratiques. Donc je dirais qu'on s'inspire davantage des gestes philosophiques de ces penseurs que de leurs méthodes ou de leurs objets d'analyse. Je dirais aussi que c'est une façon d'actualiser des pensées contraires, des pensées qui directement ou indirectement renvoyaient à un geste de déconstruction, un geste de compréhension, d'analyse des systèmes. Donc ces pensées en marge nous incitent à penser dans les marges de l'institution philosophique, très concrètement, en intervenant là où la philosophie n'est pas jugée pertinente. Et peut-être que la pertinence de la sociophilosophie se situe dans ce régime d'impertinence. Très concrètement, Gabriel enseigne en prison, il lui arrive d'enseigner en prison, j'enseigne, il m'arrive d'enseigner à des ingénieurs et d'autres populations, d'intervenir dans le monde de l'entreprise pour réfléchir avec des acteurs du monde de l'entreprise sur l'évolution du travail à l'ère digitale, etc., etc. Donc c'est une façon aussi d'actualiser des pensées critiques, non pas en faisant des objets de commentaires ou d'exégèse, mais en les mettant au travail et faisant en sorte que les marges soient disons, assumées pleinement. Je crois que c'est très bien dit, on essaie de mettre au travail la pensée de cet héritage, au sens où on essaie d'actualiser, mais aussi de faire des branchements qui n'étaient pas forcément là. On s'intéresse beaucoup à la pensée décoloniale, à la pensée féministe, à la pensée queer, et il y a des traces dans cette tradition-là, mais il y a certains penseurs qui ne s'intéressaient pas au féminisme, qui ne s'intéressaient pas du tout à ce qui se faisait en Europe, etc. Donc il y a des actualisations à faire au bout de ce sens moderne. Des actualisations et des branchements. Ouais. À l'époque, on s'est rencontrés à l'école des études en sciences sociales, et Adam Takac peut en témoigner. Soit on suivait le séminaire de Derrida, c'était le même jour, le mercredi après-midi, ou le séminaire de Bourdieu. Donc on était soit des étudiants de Derrida, soit des étudiants de Bourdieu. Aujourd'hui, on regrette beaucoup de ne pas avoir suivi le séminaire de Bourdieu, les deux, parce qu'en plus, ça se suivait. Mais voilà, pour dire à quel point ces grands auteurs, ces grands penseurs ont eux-mêmes produit des frontières, ou en tout cas, il y a eu une production, c'est produit des frontières autour de leur pratique institutionnelle. More
lived experience of the sort of more canonical figures we deal with in critical theory. And turning, I think, to the margins and to different interdisciplinary, for lack of a better word, studies, different, whether it be subjectivities, phenomenologies, ontologies, that we find within feminist theory, within critical theory, within queer theory. I think that's very important. So this sort of dovetails with my second question, because I know that wasn't a question, which is I'm actually quite happy to see a manifest for critical theory. This is nice because as sort of someone newer coming to this realm, like Brent, I see sort of two rhetorical performative gestures a lot within critical theory, which is this danger of binaries, the dualism, which I think is a danger, but then maybe the solution being a sort of different plurality of opinions or perspectives, which I think is good, but then there's a sort of second rhetorical gesture that I sometimes see in critical theory, which is, well, when you're trying to get out of binary, actually what you're doing is performatively enacting the very thing that you're trying not to do. And so my question is, why I was so excited to talk about different lived experiences that are at the margins, that are radical, is because, I think sometimes they should be privileged. I think they should be brought to light. But then sort of the question becomes, how does that, how do we sort of, I realize that's not what the manifesto is trying to do, but how do we privilege these points of view within text? And then also there's a practical side of this, which is how do we privilege that in our own acting out of what we teach, such as behavioral, for example. In prison, we teach engineers. So what's the more, maybe like, what's the practice? Because this is a socio-critical beat, so two parts of the same story. Merci. Je dirais, en ce qui concerne la pensée binaire, en effet, depuis au moins Hegel, on a souligné que sortir de la pensée binaire, c'est rester dans la pensée binaire. On a la pensée binaire, et puis l'opposition à la pensée binaire, c'est une structure binaire. Ça a amené un certain nombre de penseurs à dire que finalement, on ne peut pas y échapper. On reste prisonnier de ces structures-là. Moi, je ne suis pas du tout convaincu de cet argument-là, pour deux raisons. Déjà, au niveau pratique et au sens pratique de ce qu'on fait, il y a des performances qui ne sont pas du tout binaires. Et qu'il faut mettre ça en avant. Et que la pensée binaire elle-même, souvent, constitue une abstraction par rapport à l'expérience sociale. Par exemple, on dit qu'il y a des hommes et des femmes au niveau du genre et au niveau du sexe. Si on commence à regarder un peu plus près sur le plan pratique, on se rend compte que c'est nettement plus compliqué que ça. Et que la pensée binaire elle-même, dans ces cas-là, est une abstraction qui ne capte pas la complexité de ce qui se passe. Donc je dirais qu'au niveau pratique, on dépasse peut-être toujours déjà la pensée binaire. Et puis j'ajouterais un deuxième point en disant que, de mon point de vue, parfois, ça peut être pratique, justement, de penser en opposition, d'inscrire des lignes de partage et de dire, moi, je suis contre cela, ou de dire qu'on peut parler provisoirement de l'individu et de la société, parce que c'est pratique, ça nous permet d'avancer. Et qu'en même temps, il faut articuler, développer d'autres manières de penser et d'autres vocabulaires théoriques qui sont irréductibles à cette pensée binaire. Donc j'ai une approche assez praxiologique, c'est-à-dire que je mets l'accent sur la logique des pratiques et la reconfiguration de ces logiques pratiques, afin
afin de voir à quel point on pense déjà autrement et qu'on peut aussi penser autrement en introduisant, en créant d'autres pratiques justement de pensée dans le même. Donc voilà. J'ajouterais simplement que le dépassement de la pensée binaire est un effort permanent. Donc on n'a pas une fois pour toutes, terminé avec le dualisme et avec les dichotomies, mais on peut s'efforcer de dépasser des visions dichotomiques du monde. Et c'est pour ça qu'on résiste à l'idée de penser le fait social, l'idée du fait social. Chez Durkheim, le fait social, c'est la famille, l'État, le mariage. On parle plutôt de réel social concret pour considérer qu'il n'y a pas, par exemple, la technologie d'un côté, le social de l'autre, le culturel de l'autre, mais pour ma part, la technologie par rapport à mon champ de recherche, la technologie est à la fois sociale, à la fois culturelle, à la fois politique, symbolique. Thank you for your presentation. Just a very quick question, and also to try to connect this to the presentations yesterday as well. So yesterday there was a lot of talk of like concrete action that you could take within the realm of critical theory, like concrete action, but didn't have really any examples, of what this concrete action would entail. So I was wondering whether you could give several examples of what you necessarily mean by entrepreneur, or like how do you make an intervention into this space that you have performed a cartographic exercise onto, analyze, and then you make an intervention, there is an encounter. What could that look like, in context of Très concrètement, des modes d'intervention dans l'espace public, c'est par exemple la publication de tribunes dans les médias numériques ou des médias dans la presse. C'est un exercice qui est extrêmement important pour sortir de la sphère purement académique. Donc ça, ce sont des dimensions qui sont reliées à la pratique socio-philosophique, même si on n'est pas évidemment les seuls à pratiquer ce type d'écriture, mais c'est un mode d'écriture spécifique qui va aussi être pensé comme un mode d'actualisation et comme une manière d'être dans la sphère publique. Voilà, J'ajouterais que moi je crois à l'importance de la lutte sur tous les fronts. Et donc, oui, les tribunes, et aussi le militantisme, aussi des interventions politiques au sens pas uniquement concret, mais traditionnel du terme, mais qu'on ne devrait pas limiter la notion d'intervention uniquement à ces gestes-là. Des interventions aussi sont des tentatives de reconstituer des forces et des rapports de pouvoir à l'œuvre dans un certain nombre d'institutions. Donc, une intervention, ça peut être aussi la reconfiguration d'un système institutionnel, des changements au niveau de ce qu'on fait, par exemple, en enseignant. Donc, je vois ça à plusieurs niveaux. Après, je pourrais citer des exemples, mais des exemples personnels. Genre, j'ai enseigné en prison, j'ai assez engagé dans un certain nombre de mouvements politiques. Mais c'est pas pour me présenter. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de présentation biographique, mais juste insister sur l'importance de l'intervention au sens plus large du terme. Pardon. Can I just have connecting to the first question and to all of these? I guess, when I'm thinking of resisting binary thinking, I'm also thinking that not all binaries overlap neatly, right? And that's important to think about if the work of the binary is to purify a space, to even say, that this idea of that this, where power is functioning versus power not functioning,
also depends on who's in that space, not just the space. So there are all these people who write about how academic spaces are not pure spaces for some of us, and we're always doing many things, and then at the same time, I think what I was trying to say with the lived experience question was that what form of binary allows us to see the margins as purely margins of experience and not margins of thought, and I don't think you are saying that, but I think it's very common to kind of replay the binary which says, oh, we bring the margins in by calling them the body, by calling them experience, whereas thought somehow was always a claim to everything, right? It's like much more broader, it's not specific to the bodies who are performing that thinking. So it's almost like in a gesture to confer a body to the marginal, like we give them experience, right? Like, oh, your perspective will be present as long as your bodies show up or something, whereas like our own bodies are, the ones who have been doing the thinking were also embodied beings, that. So I think that, so I love the question of the binary, but I think it, instead of completely evacuate, like throwing away the binary, there's a way to see what work it has done, because to see the work it has done is a way to understand the ontology of what resists it, rather than to kind of accept the terms on which, oh, now I'm happy to be the body in the room. Well, no, I am a mind, and I've always been a thinking being much before Kant was alive. So, so there's a certain way that, thought is the purification of thought and body that we are trying to gesture to, rather than thought versus body, right? Like neither of them, like thinking, and going to our end, or where yeah, I guess I just wanted to throw that in, that yes, the work binaries do is what makes the material, it's not the binary, the abstraction of the binary itself is not the problem, right? What they perform, if you're going to do a sociophilosophy, their actions are the ones we're contending with, not their facts. J'ai envie de répondre en anglais. Je suis entièrement d'accord. Je crois qu'il y a des formes de toute façon, il n'y a pas une dichotomie, il y a des dichotomies qui fonctionnent de façon différente et qui dépendent très largement des contextes. Et que parfois, il faut mettre en avant l'importance justement de certaines formes de pensée dichotomique. Et aussi faire le travail, comme vous avez très bien souligné, de l'historique de ces oppositions-là. Parce que ce que j'ai entendu dans votre intervention, c'est que finalement, il peut y avoir, et je crois qu'il y en a eu, et il y en a encore, des modes de légitimation délégitimantes. C'est-à-dire, on dit, enfin, je dirais ça en anglais parce que ça reprend ce que tu disais, it's as if you say, okay, well now we're going to recognize the body, but the body then becomes the site of the marginalized bodies that are supposed to be brought into the center, but the only way they can be brought into the center is by manifesting their alterity qua bodies and not given the privilege of being the bodiless thinker. So ultimately then there's a reinscription of a delegitimating gesture under the auspices of legitimizing the lived experience of certain types of bodies. And I'm very skeptical of precisely these types of gestures, which you see institutionally repeated at so many levels, of delegitimating legitimation. When you say we're going to have a course on women in philosophy, it can be precisely this gesture. Why we have a separate course, as opposed to all courses being reconfigured in the name of thinking differently what philosophy itself is, because otherwise you often then will marginalize precisely what it is that you purport to be making central or making important. And talk about these terms, like the difference between provincializing and deprovincializing, right? Like, so when we speak of provincializing Europe, the alternate gesture is to deprovincialize everyone else, right? Exactly. Maybe I'm not interested in provincializing Europe, like perhaps the rest of us, So yeah, thank you for saying that, because that's sort of yeah, even Chakravarti is a fascinating character in this regard, precisely because then Marx and Heidegger become such central theoretical reference points for the practical work that he's doing historically, and so there are deep questions to be raised about his own
Oh yeah, I think that's why the counter to his work is to just actually deprovincialize everything else, right? Like the focus on Europe as the thing that must be contained. Yes, it's fair and good, but the rest of us have always been creating our own worlds. You know, so it's the undercommons versus the exactly. the provincializing gesture. I think Yeah, that's what I said. Amanda. Oh, yeah. So I'm just wondering, you spoke a bit about surveillance and it seemed to be in the second talk that we need to rethink it somehow. And I guess I'm just wondering, is there anything that's constitutively different about surveillance under the technico-military current state that we're living in right now? Like, is there something that the theories of Foucault and Lacan have thought a lot about the gaze and surveillance and this kind of stuff? I mean, in very different ways. But what's the constitutive difference in the act of surveillance that you could identify to rethink it? And I'd like to connect that maybe to the second hypothesis, in thinking what is the subject of thought. Insofar as, what is the subject of thought who then we're trying to like articulate the problem of surveillance for? Je dirais que la surveillance digitale, elle est totale. Ce que permettent les technologies qui nous permettent de communiquer, permettent aussi de fournir des formes de traçabilité qui sont extrêmement importantes et qui sont peut-être totales. Ce qui est en jeu, surtout, et c'est pour ça qu'on doit travailler avec des appareils critiques différents, c'est qu'on voit très bien, avec la surveillance numérique, la surveillance digitale, qu'elle est aussi bien économique que politique. Donc le phénomène de la surveillance digitale est un phénomène extrêmement hétérogène qui implique un nombre considérable d'acteurs politiques, économiques, industriels. Et c'est pour cette raison que d'un point de vue philosophique, strictement philosophique, on pourrait dire qu'elle renvoie au principe du panoptique de Bentham, étudié par Foucault. Mais on a affaire à un phénomène avec la surveillance aujourd'hui qui est beaucoup plus hétérogène et qui fait appel à des logiques de pouvoir qui sont eux-mêmes extrêmement fragmentées, plurielles, et que pour cette raison, ils appellent une appréhension socio-philosophique. Parce qu'ils ne sont pas qu'un, ils ne renvoient pas à une unité d'explication, une unimosité. Ils demandent de se tenir attentif à l'économie des affaires qui organise la surveillance. Ils demandent que l'on soit attentif au contexte, on voit cette question de contexte, au contexte discursif, autrement dit l'appréhension critique de cette surveillance numérique. Elle nécessite une pensée plurielle et de penser plusieurs facteurs. Et c'est en ce sens qu'on appelle bien affaire à de la complexité qui a un caractère assez inédit. Parce que nous sommes avec des objets qui font partie de notre quotidienneté, qui sont des objets de consommation. Nos smartphones, nos iPhones sont des objets de consommation qui devraient pour autant nous poser des questions d'un point de vue éthique et politique. Mais on a tendance, je le dis dans différents textes, à consommer les technologies digitales alors même qu'elles devraient nous poser des questions sur les valeurs auxquelles, ou les principes auxquels nous tenons d'un point de vue démocratique, même si le terme démocratie est un terme encaroché, comme l'a dit Gabriel, en citant Bianchi.
presque à la fin de notre temps, donc ça serait peut-être la dernière question. No, it's fine. We'll take the two questions one after the other, but then réponse courte. I'm writing it down. Right, we'll go to come back to the methodological framework of the project, very much in line with what has been said there and here and there about this already. And because I think we could describe the project as one which has a prescriptive side and the reflective side and the kind of interventionist side. So there is an ontology there, there's an epistemology and a politics there too. And that's what makes this project very interesting and perfect for manifesto for that matter. Now, my question is that I wonder to what point and to what extent the peaceful harmony between these different methodological and strategical elements can be maintained. It seems to me there's always a point in the world where if you want to continue describing, you need to start reflecting. If you keep reflecting on the conditions, possibility of knowledge that you use, you're not going to be able to use this knowledge effectively. On the other hand, I see the same contradiction sometimes between intervention and description. Intervention on one side, description and reflection on the other side. When the time comes to intervene, I mean, you need to start describing, and you need to start, to a certain extent, reflecting too, because you need to switch into acting mode. Now, I'm not saying that these elements contradicting to one another per se, but I do claim that there are moments, a situation where they don't help one another, but on the contrary, they are counterproductive, they are distracting one another, and I wonder if you do have a strategy in methodological terms to teach us, to tell us how and when to switch from one to another, what is the proportion between these elements in your project, how do you know when the time comes for description, reflection, or intervention, and if you have a method to do all this, or it's rather there's an adventure here which keeps discovering the situations and decide accordingly. Maybe in the interest of time, we'll take the other question as well and give short responses. Well, I guess my question comes back to the issue of exiting binaries. I guess, suppose that there's in your description in the hypothesis, it was binaries of thought, and I guess it was somewhat addressed, but and then this as opposed to a reality which is multiple, and I have a suspicion that of this casting these binaries of thought as a form of illusion, rather than as the manifestation of contradictions in reality. And I suppose that would be what I'm interested in response. Can you repeat that last part? Yeah, when you speak about binaries of thought, you're speaking of it. It seems it has a tone of being an illusion, a kind of a theoretical state, when there's no way of thinking about it as being manifestations of it, especially when we're speaking of the reality of thought, the manifestations of the sort of contradiction, and perhaps even of a fundamental sort of contradiction. Bon, très bien, je commence. Pour la première question, je dirais deux choses. D'une part, je crois que parfois, de façon heuristique, on peut distinguer entre l'être, la connaissance et l'action. Finalement, c'est ça qui est le fond de ta question. L'être, la connaissance et l'action. Et que si on fait ça de façon heuristique, en effet, on peut identifier, comme tu l'as très bien dit, des moments de crispation, de conflit entre les passages de genre, de l'être à la connaissance, etc. Et à ce moment-là, je crois qu'en effet, pour avoir
avoir des stratégies qui sont situées pour naviguer entre ces domaines. Mais d'autre part, et ça je crois que c'est la réponse pour moi plus essentielle, je ne crois pas que le monde se partage de façon a priori entre la connaissance et l'action. Et que c'est plutôt une configuration théorique du monde qui doit elle-même être mise en question. C'est une cartographie du possible, de ce qui existe, et que justement le geste socio-philosophique, tel que je l'entends, consiste à remettre en question l'idée qu'il y ait quelque chose comme l'être, qui serait séparé, différent à un certain niveau de la connaissance et de l'action. Juste pour terminer là-dessus, je dirais que la notion d'une pratique théorique met en avant cet aspect-là. Une pratique théorique, c'est à la fois une manière de penser, une manière d'agir et un mode d'existence. Comment ? À la fois, intéressant, c'est la question. Si tu dis à la fois, ça veut dire quoi ? À la fois, c'est une unité de théorie, c'est une unité de pratique, c'est une unité heuristique. C'est une activité irréductible à ces partages traditionnels entre les trois domaines finalement de la philosophie. Voilà. L'ontologie, l'épistémologie et la philosophie politique et morale. Donc, la sociophilosophie, encore une fois, tel que je l'entends, résiste à cette délimitation de l'activité théorique. Donc, dans ce sens-là, la question touche au fond même, je crois, de ce qu'essaie de faire la sociophilosophie, c'est de changer la méta-ontologie des pratiques de pensée, c'est-à-dire la pré-constitution de ce que c'est que de penser. Une manière d'illustrer ce que vient de dire Gabriel, dans la séparation par exemple entre l'épistémologie et la philosophie politique, du point de vue de l'environnement technologique, il faut dire que l'action politique, elle est dans la connaissance des objets technologiques. Lorsqu'on dit Hilbert parle de la capacité d'agir, c'est aussi l'idée qu'il s'agit, pour agir en tant que citoyen dans la société technologique, il s'agit de comprendre, de connaître les dispositifs, là je suis très concret, de connaître les dispositifs, de tenter de connaître au mieux les dispositifs pour pouvoir les contourner, pour pouvoir les détourner. Donc très clairement, là, on a une articulation très tangible entre la connaissance, l'action et l'être, parce que c'est de l'être dont il est question, de notre être ensemble, de l'être avec, qui se détermine par cette imbrication entre connaissance et l'action. Juste pour terminer sur la question des binaires, enfin des pensées binaires, c'est vrai que j'ai suggéré en allant trop vite que la pensée binaire est tout simplement une illusion ou quelque chose de ce genre. Je dirais, pour être un peu plus précis, que, comme on en parlait tout à l'heure, la pensée, il n'y a pas la pensée binaire, mais il y a des façons de penser au pluriel binaire, et que parfois, il y a des formes de pensée binaire qui fonctionnent comme des abstractions, qui prennent une certaine distance par rapport à la vie pratique, justement, à l'action qui est déjà une forme de connaissance, en quelque sorte. Et donc, je résisterai pour ma part à l'idée que la pensée binaire soit tout simplement une illusion produite par des contradictions à l'œuvre dans la société, ce qui évoque une certaine pensée marxiste ou marxienne, qui d'ailleurs, au moins à ce niveau-là, suggère également un rapport entre la société comme force de détermination et la pensée comme ce qui serait déterminé par la société. Un autre aspect du geste socio-philosophique consiste à résister à la fois au réductionnisme sociologique, on dirait que voilà, on est déterminé par le corps social, et à cette espèce d'individualisme libertaire de la pensée. On peut penser tout ce qu'on veut, on a la liberté de penser.
de concevoir les actes de pensée comme des actes tissés d'une multiplicité de puissances d'agir qui sont irréductibles à la liberté ou au déterminisme. Voilà. Je dirais juste un mot en insistant sur l'importance de distinguer la détermination, le déterminisme de la condition. Il y a des déterminations qui ne sont pas des conditions, et pour reprendre l'exemple de la technologie, elles conditionnent, elles sont des conditions de possibilité de monde à venir, d'action à venir. Elles sont des conditions, elles ne sont pas des déterminations. Donc c'est aussi une prise de position qui renvoie à la pratique théorique ou à la théorie pratique qui est énoncée par Gabriel, que de dire que nous sommes dans un monde avec des conditions de possibilité, à nous de nous efforcer de les interpréter. Et en ce sens, le geste herméneutique est aussi, au sens large du terme, mais aussi un élément important de la démarche socio-philosophique. On va s'arrêter là. Je vous remercie Pierre-François Chardel. Merci.